7 mai 2026, le détroit d'Ormuz. 3 destroyers américains, l'USS Trumstan, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason, naviguent lentement à travers l'un des passages maritimes les plus dangereux au monde. Depuis la côte iranienne, les commandants des gardiens de la Révolution observaient à travers leurs lunettes. Les navires américains semblent vulnérables. Ils ressemblent à des cibles de choix naviguant dans l'arrière-cour de l'Iran. Ils étaient loin de se douter que c'était précisément là où les États-Unis voulaient qu'ils soient. Dans les minutes suivantes, l'Iran allait commettre la plus grande erreur de sa doctrine navale. Vous voyez, c'était un piège si soigneusement conçu que l'Iran y est tombé sans même se rendre compte que la porte s'était refermée derrière lui. Comprenez-vous comment la marine américaine a réussi à pousser l'Iran à exposer volontairement le réseau qu'il avait passé des décennies à cacher? Je dois vous montrer exactement ce qui s'est passé. Alors, regardons ce rapport. Maintenant, juste un petit rappel pour tout le monde avant de commencer. Cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme et cela vous permet de suivre nos prochaines vidéos. Maintenant, regardez. Les États-Unis ont mené une manœuvre militaire qui a obligé la République islamique à révéler une partie de son réseau naval et de missiles secrets dans le golfe Persique. Comme le dit Adawar, attirez l'ennemi avec un appât, feignez le désordre, puis frappez. C'est ce qui semble s'être produit dans le détroit d'Ormuz il y a 2 jours. Les 3 destroyers américains de classe Harley Burke impliqués dans la confrontation du 7 mai l'USS Trumstan, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason ne faisaient pas simplement que transiter par le détroit d'Ormuz. Ils étaient positionnés comme des cibles très visibles, conçues pour provoquer une réaction iranienne. Les gardiens de la révolution iraniens ont mordu à l'hameçon. Sa soi-disant doctrine de la flotte moustique repose sur des essaims de vedettes rapides, de drones, de tirs de missiles côtiers, et de tactiques de harcèlement asymétriques lancées depuis des positions dissimulées le long de la côte du golfe Persique et des îles voisines. Les destroyers semblaient invulnérables. Ils ne l'étaient pas. Lors de l'attaque, les moyens américains de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, comme les avions radars, drones, satellites et systèmes navals, ont détecté les lancements et identifié les vecteurs d'attaque en temps réel. Cela a permis à l'armée américaine de rapidement dévoiler et cibler des parties de l'infrastructure de lancement cachée de l'Iran liées à l'assaut. Les cibles signalées comprenaient des positions liées au CGRI sur l'île de Qasem, Bandar Abbas, Bandar Kamir et Sirik. Infrastructures de lancement de missiles, vedettes rapides d'attaque sans pilote, sites de rassemblement, navires poseurs de mines, entrepôts d'armes et installations logistiques. Aucun destroyer américain touché. Cela signifie que la doctrine navale asymétrique de l'Iran s'est momentanément retournée contre elle-même. Pendant des années, la République islamique a utilisé dissimulation, déni plausible, infrastructures souterraines, systèmes de lancement dispersés et tactiques d'essaim pour compliquer les représailles et éviter une confrontation conventionnelle directe. L'attaque a exposé en temps réel un élément du réseau et permis aux États-Unis de frapper rapidement les infrastructures de soutien, évitant un cycle d'escalade prolongé. C'est la stratégie militaire moderne, dans toute son efficacité. Forcer l'ennemi à révéler ses systèmes cachés par l'agression, cartographier instantanément les réseaux opérationnels et détruire les points critiques avant qu'ils ne puissent se repositionner. Pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est le seul levier dont ils disposent, et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont passé des décennies à construire ce réseau de sites cachés juste sur la côte, afin de pouvoir surveiller leurs navires entrant et sortant du détroit et, bien sûr, contrôler le flux. Cette emprise s'est nettement affaiblie car les États-Unis ont détruit en peu de temps ce que l'Iran a mis des décennies à bâtir. En fait, si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez aller sur n'importe quel site d'image satellite et voir les conséquences de cette bataille qui a eu lieu il y a seulement 2 jours. On voit encore des choses brûler près du détroit d'Ormuz, surtout côté omanais, là où les bogamers du CGRI ont été massacrés par la marine, l'armée de l'air et les forces terrestres américaines. Maintenant, sur le plan des négociations, cela n'a rien changé. Et c'est parce que les États-Unis n'ont cessé de faire des concessions aux Iraniens depuis le début du cessez-le-feu. Les États-Unis espéraient que peut-être, juste peut-être, l'Iran voudrait la paix, et qu'un accord équitable pourrait être négocié. Mais ces concessions n'ont fait qu'encourager les durs au sein de l'Iran. Et cela signifie qu'il y a une sorte de guerre civile en cours à l'intérieur de l'Iran, où d'un côté nous avons le CGRI, et de l'autre côté nous avons le gouvernement civil iranien. Le New York Post en a parlé hier. Regardez ce rapport. Les gardiens de la révolution contrôlent toujours l'Iran.
tandis que les États-Unis maintiennent un cessez-le-feu fragile. Cette sale lutte de pouvoir interne en Iran brouille les négociations de médiation avec les États-Unis, alors que les factions bellicistes et pro-diplomatie s'affrontent pour savoir si Téhéran doit accepter un accord ou simplement poursuivre la guerre. Alors hier, malgré tous ces allers-retours et cette lutte de pouvoir, nous attendions que l'Iran réponde à la dernière proposition de paix des États-Unis, qui n'était pas vraiment une proposition de paix. C'était plutôt un accord, où les deux parties acceptaient essentiellement de négocier pendant les 30 prochains jours, tout en levant le blocus et en maintenant le détroit d'Ormuz ouvert. C'était donc le protocole d'accord que les États-Unis avaient envoyé à l'Iran il y a environ 3 jours maintenant. Et hier, c'était la date limite. Hier soir, c'est à ce moment-là que l'Iran était censé répondre à ce protocole d'accord. Le président Trump l'a confirmé lui-même, précisant la date limite de l'accord et celle de la réponse de l'Iran. Écoutez bien. Je ne suis pas censé être ici ce soir. Tu penses qu'ils le font exprès de traîner autant? Il ne semble pas que l'Iran ait vraiment répondu. En fait, nous n'avons reçu aucune confirmation ni du Pakistan, ni des États-Unis, ni même de l'Iran qu'ils aient dit quoi que ce soit. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Au mieux, cela pourrait vouloir dire que la lutte de pouvoir empêche l'Iran de prendre une décision unanime. C'est probablement la vision la plus optimiste. La vision la moins optimiste serait que l'Iran a tout simplement rejeté et qu'ils ignorent les États-Unis. Donc ils ne répondent même pas. En gros, tu sais, quand tu parles à quelqu'un de nouveau, tu te rends compte qu'aucune réponse, c'est déjà une réponse. Ça pourrait être le cas ici. On le saura à l'avenir. Mais pour l'instant, nous n'avons rien entendu de qui que ce soit. Et cela fait plus de 12 heures, ouais. Plus de 12 heures depuis que l'Iran était censé répondre. Hier, le président Trump a aussi mentionné autre chose. Si l'Iran ne répond pas, s'il n'accepte pas ce protocole d'accord, cela signifierait simplement que Project Freedom recommencerait. En d'autres termes, les navires de guerre américains patrouilleront dans le détroit d'Ormuz, escorteront des navires entrant ou sortant du golfe Persique pour y charger du fret ou du pétrole. Écoutez bien. Nous prendrons une autre voie si nécessaire, car c'est signé et vérifié. On va te trouver un projet vraiment, Richard. Nous demanderons à Scott de le faire par back-to-chair et à Rose d'amener la classe dans son train si cela ne te dérange pas. S'il te plaît, parle-moi, s'il te plaît. Je pensais vraiment avoir un projet à faire, mais j'ai littéralement d'autres façons de le faire aussi. Tu peux vraiment retourner au projet avec les rues là-dessus, s'il te plaît. Project Freedom Plus, c'est-à-dire Project Freedom Plus d'autres systèmes. Maintenant, même en ce qui concerne Project Freedom, il existe plusieurs récits différents sur les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Selon la déclaration officielle des États-Unis, une déclaration que le président Trump lui-même a publiée, il a dit qu'il mettait en pause Project Freedom comme un geste de bonne volonté, afin que les Iraniens puissent répondre au protocole d'accord et qu'ils puissent venir à la table des négociations. C'était l'une des nombreuses concessions que les États-Unis ont offertes depuis le début de ce cessez-le-feu. Et si l'Iran ne répond pas réellement, ou si nous découvrons que l'Iran n'a pas répondu ou a refusé cet accord, il faudrait supposer que les États-Unis reviendraient à Project Freedom. Je veux maintenant aborder le deuxième récit. Et c'est le récit relayé par des médias ici aux États-Unis, où ils ont rapporté que l'Arabie Saoudite et Bahreïn n'étaient pas satisfaits que les États-Unis annoncent Project Freedom, sans réellement, vous savez, les impliquer. Parce qu'au bout du compte, si les États-Unis utilisent ces bases, ils ont besoin d'utiliser l'espace aérien saoudien, peut-être aussi celui d'autres pays du Golfe, pour s'assurer qu'ils protègent les navires de guerre américains dans le Golfe Persique, et qu'ils protègent les autres navires civils qui essaient de reprendre le trafic normalement. Ils doivent accéder aux bases saoudiennes dans l'espace aérien saoudien. Eh bien, puisque l'Arabie Saoudite n'a pas été consultée au sujet de cette opération Project Freedom, elle avait initialement refusé la permission aux États-Unis d'utiliser l'espace aérien et les bases aériennes que nous avons à l'intérieur de ces pays. Mais un jour après la publication de ce rapport, il semble que l'Arabie Saoudite ait fait volte-face. Ils étaient heureux de laisser les États-Unis utiliser la base, surtout pour ouvrir le détroit d'Ormuz. En effet, tous les pays du Golfe souhaitent de garder le détroit d'Ormuz ouvert, sauf la République islamique d'Iran. Maintenant, du point de vue iranien, le blocus américain étouffe l'économie, mais il semble que les conservateurs trouvent des moyens de survivre. L'inflation annuelle en Iran est maintenant de 50%. L'inflation alimentaire dépasse 100%. Donc, les prix doublent chaque année. Le rial continue de s'effondrer. Il a atteint un niveau historiquement bas, et les gens partent avec leur argent, ceux qui le peuvent.
Cela s'explique. Regardez ce que vient de faire la justice iranienne. Ils viennent de confisquer plus de 200 biens immobiliers à des personnes qu'ils accusent d'agir contre l'État. Aucun procès, aucune audience équitable. Des gens perdent leurs moyens de subsistance car le régime a besoin d'argent pour survivre. De plus, hier, un fait intéressant s'est produit. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, donc pour la première fois depuis le 28 février, un responsable iranien, un membre du Parlement, a officiellement reconnu les blessures que le dirigeant actuel, Mojtaba Khamenei, a subies lors de la frappe initiale. Écoutez ceci. Le jour de l'incident, j'étais au bureau. Une frappe aérienne a touché une zone à environ 30 mètres de nous, où le général Shirazi et ses collègues ont été déchiquetés. À environ 70 ou 80 mètres de nous, ils ont frappé le lieu de travail du dirigeant, et cet incident s'est produit. Pendant les bombardements et les attaques de missiles, son éminence l'ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei n'était pas à l'endroit où il enseignait habituellement. Il n'était pas là ce jour-là. Ils ont rasé cet endroit jusqu'au sol. Ils ont frappé sa maison où sa femme a été tuée. Il s'y rendait par les escaliers, il était en train de monter quand le missile a frappé là-bas. Haddad a été tué. Mesbah, qui était en bas, a été tué. Son éminence, l'ayatollah Mujtaba, était dans les escaliers lorsque la force de l'explosion l'a frappé et l'a projeté au sol. Sa rotule a été entaillée, légèrement blessée, et son dos a également été légèrement touché. Dieu merci, son dos s'est rétabli ces dernières semaines, et si Dieu le veut, sa rotule guérira très bientôt. Il est en pleine santé. La semaine dernière seulement, l'un de nos chers amis l'a rencontré. Cette blessure au front dont il a parlé n'est qu'un mensonge. Il avait une petite coupure derrière l'oreille, qui n'est absolument pas visible lorsqu'il porte son turban. Et cela a également été soigné. Il est en parfaite santé. L'ennemi essaie, sous divers prétextes, d'obtenir un enregistrement vocal ou une image de Mojtaba Khamenei afin de pouvoir en faire quelque chose. Sois patient. Ne te précipite pas. Quand le moment sera venu, il viendra vous parler à tous. Priez pour sa santé, son honneur et sa pleine capacité à guider ce peuple. Quelques points. Supposons que les services de renseignement américains ou israéliens veuillent éliminer Khamenei. Ils auraient pu le faire sans vraiment entendre sa voix ou regarder une vidéo qu'il enregistre pour le public. En réalité, les blessures semblent plus graves que ce que les médias et responsables iraniens admettent, ce qui explique l'absence de vidéo ou d'enregistrement vocal. Si le CGI se souciait vraiment de la sécurité, ses membres ne sortiraient pas durant le cessez-le-feu. On voit des commandants du CGI se promener. Le ministre des Affaires étrangères voyage partout, notamment au Pakistan. Le président du Parlement se montrait lui aussi en public et se rendait aux négociations. C'est parce que je suis presque certain que l'Iran a des garanties des États-Unis, que ni les forces américaines, ni les forces israéliennes n'élimineront un membre de la direction iranienne tant que ce cessez-le-feu est en cours. S'ils étaient vraiment inquiets pour la sécurité, personne ne sortirait, pas seulement le guide suprême. Il est probable que les blessures du guide suprême soient plus graves que ce que les Iraniens admettent. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, il faut revenir en arrière et regarder comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, il faut remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse, et comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle, allez y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche, en gros en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.